Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler je vais faire un petit retour d'expérience sur des gros événements et comment ils ont été gérés. Donc les gros événements en question, c'est quoi? Ça va être des choses assez diverses. Donc ça va être la nuit du voyage à Nantes. Ça va être le Web Today. Je ne sais pas si ça vous parle. Le Web Today, c'est un événement pro qui est dédié aux professionnels du numérique et qui a lieu tous les ans à Nantes. Je vais aussi vous faire du retour d'expérience sur la Coupe d'Europe de handball, ce genre de choses. Et donc, ça va permettre de mettre en perspective différents cas d'usage. Et c'est pour ça que je vais introduire une application qui m'a bien servi depuis un peu plus d'un an pour gérer tous ces événements et qui s'appelle Swarmbird. Donc, Swarmbird, c'est quoi? C'est une web app. Donc, une web app, ça évite toute installation. Donc, en fait, on fournit un lien à des contributeurs. Ils cliquent sur ce lien, ils arrivent sur la web app. Donc, à une époque où les gens deviennent de plus en plus réticents à installer une application, on se rend compte que c'est plutôt une bonne idée, même si on envisage dans un proche avenir avec Swarmbird de développer une application parce que ça peut aussi avoir son intérêt sur certains points fonctionnels. Mais le fait d'avoir aussi une web app, finalement, c'est apprécié par les utilisateurs. Donc Swarmbird, c'est une web app qui s'utilise sans installation, ça je l'ai dit. Elle est responsive, elle est multi-device, donc on n'a pas à se poser la question sur est-ce que ça marche sur mon Android, mon iOS, ma tablette. Donc c'est pas une question, ça marche forcément. Et surtout, ça permet de s'abstenir que les contributeurs qui vont interagir avec un compte Twitter, ces contributeurs n'ont pas besoin d'avoir eux-mêmes un compte Twitter. Pourquoi j'apporte cette précision? Beaucoup d'outils qui tournent autour des réseaux sociaux souvent exigent d'avoir un compte sur la plateforme avec laquelle vous allez interagir. Vous savez que quand vous faites login avec Twitter, avec Facebook, avec Google+, sauf que dans pas mal de cas, on s'en est rendu compte à de multiples reprises, plein de gens, surtout en entreprise, n'ont pas de compte Twitter. Ce n'est pas forcément aussi répandu qu'on pourrait le croire. Donc Swarmbird, c'est une application qui va servir en fait à gérer de la multi-contribution sur un compte unique. Parce que dans l'événementiel, on ne peut pas être partout à la fois. Donc on va avoir une voie unique qui va être le compte Twitter, mais on va avoir pas mal de gens qui vont être disséminés dans un espace, comme par exemple ici. Vous avez de multiples conférences simultanées. Et donc, les voix digitales qui prennent la parole sur le Media Speed Training, c'est bien le compte de la Nantes Digital Week et le compte du Media Speed Training. Et derrière ces comptes, vous avez de multiples contributeurs. D'ailleurs, Swarmbird est utilisé par la newsroom gérée par Sciencecom pour la couverture live pour le compte du Media Speed Training. Et pour ma part, je m'occupe de la Nantes Digital Week, et donc j'ai de multiples contributeurs qui sont disséminés un petit peu partout, et donc ils utilisent également Swarmbird. Donc Swarmbird, ça fonctionne avec un modèle économique très simple, c'est ce qu'on appelle le SaaS, Software as a Service. Donc vous payez en fait pour une utilisation ponctuelle ou plus ou moins longue, et donc on a une tarification qui s'adapte à la durée d'utilisation. Il y a un bruit qui fait... non. Qui bruit? D'accord, c'est la clim. On va éteindre la clim. Donc revenons au cœur du sujet, la multi-contribution. Donc quand on a un compte Twitter et qu'on a de l'autre côté un tas de collaborateurs qui vont être en charge d'alimenter ce compte Twitter, on se heurte déjà à un petit souci. Comment vont-ils y accéder? Alors là, c'est là que les problèmes commencent. Il faut qu'ils installent Twitter, pas toujours pratique. Il faut qu'ils sachent comment l'utiliser. Ceux qui connaissent bien Twitter savent que sous son apparente simplicité, Twitter se révèle finalement assez complexe. Et ensuite, le point critique, il faut fournir l'identifiant et le mot de passe.
Je gère le Web Today sur le social media depuis 3 ans et on est arrivé à une taille d'équipe qui est quand même assez énorme puisque on avait 22 personnes pour le social media en 2014, on en avait 29 en 2015 et en 2016 ça a été un peu l'inflation puisque j'avais 46 personnes pour gérer le social media au Web Today. Je vous rassure, pas tous sur Twitter. Il n'y avait que 28 community managers qui géraient simultanément le compte Twitter. Enfin, que. Alors, ces chiffres peuvent paraître un peu énormes, mais en fait, ils s'expliquent très facilement. Le Web Today, cette année, c'était 6 conférences simultanées. Donc, ça voulait dire que j'avais affecté 3 à 4 personnes par conférence. Donc voilà, quand on fait les petites multiplications, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si énorme que ça. Donc quand on a une taille d'équipe qui s'agrandit de cette manière, on se retrouve confronté au gros problème de la confiance, c'est-à-dire que est-ce que les gens à qui je vais donner l'identifiant et le mot de passe vont pas commencer à faire des grosses conneries avec. Changer le mot de passe, j'en passe et des meilleurs. Donc jusque-là, jusqu'à cette année, je connaissais personnellement tous les gens qui faisaient partie de ma team. Ça a été le cas aussi en 2016, mais avec des liens un peu plus ténus. Donc, sur un Bird, c'est avéré idéal pour pouvoir mettre un minimum de sécurité sur la qualité de ce qui va sortir, en s'assurant qu'il n'y ait pas de boulettes, et surtout qu'on n'ait pas d'atteinte à l'intégrité du compte. Sur un Bird, c'est aussi pratique parce que, notamment, je reviens toujours à l'exemple du Web Today, j'avais une segmentation par conférence, c'est-à-dire que chaque salle avait son hashtag, ce qui fait que les gens cliquaient sur le hashtag en début de journée, et comme ça, ils suivaient telle ou telle ou telle salle. Ça a donné un fil conducteur. Donc on avait donc 6 hashtags qui correspondaient aux 6 spots de conférence. Le problème, c'est que dans le feu de l'action, parce qu'il faut savoir que le Web Today, c'est un tweet par conférence tous les 3 minutes, donc c'est quand même un rythme assez violent, vous multipliez par 6, vous voyez pourquoi régulièrement, chaque année, on casse Twitter. Voilà. C'est toujours un peu le gars récurrent dans l'équipe social média. Et donc, dans le feu d'action, on a tendance, involontairement, à oublier les hashtags. Et comme j'expliquais, les hashtags sont quand même la colonne vertébrale, le fil conducteur, le fil rouge pour suivre les conférences. Donc pas de hashtag, on perd la logique de suivi d'une conférence. Donc pour éviter ça, sur un Bird nous permet une insertion automatique du hashtag. Donc c'est un point qui est quand même très intéressant, parce que quand on est dans le speed, même si on est attentif et compétent, sur les milliers de tweets qui sont pondus chaque jour par l'équipe du Web Today, forcément, dans le tas, il y en a qui sont perdus. Enfin, qui sont postés, logiquement, sans hashtag. Cette année, ce n'est pas arrivé. Il y a aussi une fonctionnalité intéressante, c'est ce qu'on appelle le name dropping, c'est-à-dire que ce qui est intéressant quand on fait des tweets, c'est que ces tweets soient vus, notamment quand on parle d'un speaker, quand on parle d'un invité, d'une table ronde. Eh bien, on ne va pas le citer avec son nom et son prénom, on va le citer avec son hashtag, ce qui permet d'avoir que de son côté une notification, et donc qu'il puisse entamer une démarche de viralité en retweetant, commentant, citant, etc., répondant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un menu déroulant qui nous permet de choisir les noms des comptes des gens qu'on a saisis en amont de l'événement. Parce que si vous utilisez Twitter, vous savez qu'il y a un autosuggest, vous commencez à taper un arrobase nom d'un compte, puis quand vous avez Patrick Dupont, par exemple, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a 15 000 sur Twitter, donc vous ne savez pas lequel est le bon. Donc la susceptibilité des speakers étant quand même un sujet assez critique, il faut faire gaffe quand on les mentionne. Donc si on se plante, ça la fout un peu mal, surtout quand, comme au Web Today, on a des speakers internationaux. On fait très attention à ça, et donc cette fonctionnalité nous permet de gagner du temps et d'éviter toute erreur. On a aussi, avec Fabien, qui est le fondateur de Swarmbird, on a aussi été confronté à des cas d'usage qu'on n'avait pas prévus, comme par exemple des structures, des organisations qui vont, en amont, préparer plein de tweets dans Swarmbird sans les publier, et qui, le jour J, vont cliquer sur « Publier » au fur et à mesure du déroulement de l'événement.
On avait eu le cas avec le festival interceltique de Lorient, vous savez, où il y a plein de gens qui défilent dans des costumes un peu rigolos. Et donc, tout avait été prévu en amont. Et donc, la personne s'était mise sur le parcours des, je ne sais plus comment ça s'appelle, des formations, enfin des groupes, des quoi? Voilà, des bagades. Merci du terme technique. Voilà, je ne connais pas trop les subtilités autochtones. Donc, le bagade... Les bagades donc avaient été largement préparées en amont avec le nom de la formation, la ville ou le village de rattachement, ainsi que la photo. Et au fur et à mesure qu'ils passaient, qu'ils défilaient, eh bien, la personne en mode administrateur validait le tweet. C'était un usage que Fabien et moi n'avions pas envisagé, mais qui s'avère finalement être aussi une bonne idée. Un point aussi qui est intéressant, c'est après l'événement. Moi, je suis souvent confronté à la question qui tue. Y a moyen de récupérer les photos et les vidéos? Aïe. Donc, il y a plusieurs solutions à ça. Mais là, on a une petite fonction qui permet, une fois qu'on a clôturé un live tweet sur Swarmbird, de récupérer une archive avec l'intégralité des photos et des vidéos qui sont dans ce zip, mais sans compression. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que quand vous chargez un média dans un tweet, un post Facebook, etc., la plateforme applique une compression qui est quand même assez violente. Je ne sais pas si vous voyez sur Instagram, par exemple, quand vous postez une photo en super qualité, Instagram a tendance à méchamment la compresser. Twitter fait pareil. Donc là, ça nous permet de récupérer les médias tels qu'ils ont été shootés avant même d'être exportés. Donc pour la nuit du voyage à Nantes, par exemple, tous les médias qui avaient été produits pendant la soirée, j'ai récupéré l'archive le lendemain, j'ai des IP, et en quelques clics, j'ai créé un album photo qui est retracé la soirée, en quelques minutes. C'est quand même assez pratique. Donc Swarmbird va être intéressant dans différents cas. Comme je l'ai dit, on a un événement. C'est le cas du Web Today, mais de la Digital Week, qui en fait est le réceptacle de multiples sous-événements. Pour le Web Today, les sous-événements, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sites de conférences. Pour la Digital Week, eh bien, des sous-événements, il y en a 190. Oui, il me semble que c'est à peu près ça. C'est un peu la folie. Donc là, c'est bien parce que Swarmbird va nous permettre... Hop, excusez-moi, je raccroche, voilà. Swarmbird va nous permettre de faciliter la gestion de ces sous-événements en concentrant au sein de l'administration de Swarmbird l'ensemble des flux postés. Ça permet de contrôler la production de contributeurs disséminés dans une zone géographique. Ça a été le cas notamment pour les équipes de Presse Océan pendant les jeudis d'agitation urbaine qu'a connu Nantes en avril et en mai. Donc les équipes de Presse Océan étaient disséminées sur l'ensemble de l'agglomération, surtout sur les points chauds où il y avait des affrontements avec les gendarmes mobiles. Et donc ils tweetaient dans l'application et quelqu'un à la rédaction de Presse Océan était chargé de vérifier l'orthographe, parce que quand on se fait tirer dessus au flashball ou qu'on se fait courser par des casseurs, c'est toujours un peu compliqué de ne pas faire de faute d'orthographe. Après, avec un peu de bonne volonté, on y arrive. Mais on peut faire des fautes d'orthographe et surtout, on peut zapper des hashtags. Donc là, c'était pratique. Donc tout était concentré dans les mains de l'administrateur qui jouait le rôle de responsable de rédaction. Et il pouvait valider, agrémenter, enrichir, corriger tous les tweets qui étaient postés par les correspondants sur le terrain. Il y a un autre usage qu'on a mis en place sur certaines conférences majeures au Web Today, c'est-à-dire une espèce de taylorisation de la production de tweets. C'est-à-dire qu'en fait, on avait demandé aux équipes de poster des tweets, mais de ne pas se préoccuper de ce que j'appelle l'enrichissement média. Et l'enrichissement média a été fait par des administrateurs qui recevaient les tweets. C'est-à-dire quand on a une conférence, eh bien, on avait dans l'équipe social media des photographes, des vidéastes, mais aussi on avait la capacité à aller chercher la vidéo du speaker, le logo de sa boîte, enfin tout élément qui permet d'agrémenter le contenu texte et donc de faire de l'enrichissement média. Donc les administrateurs étaient chargés
sur certaines conférences, d'enrichir les tweets textuels qui étaient produits par l'équipe. Donc l'équipe en mode live tweet n'avait pas trop le temps, puisque un tweet tous les 3 minutes, c'est quand même une sacrée gymnastique. Et donc, ils faisaient ça sereinement, sans se préoccuper de l'enrichissement média, et les administrateurs géraient cet enrichissement. Alors pourquoi j'insiste sur l'enrichissement média ? Parce que ça génère quand même un taux d'engagement qui est largement supérieur à celui d'un tweet tout sec en mode texte. Vous savez bien qu'il y a une forte appétence pour l'image et la vidéo, et que dans un fil Twitter, surtout avec un rythme et une volumétrie comme celle du Web Today, on peut vite se retrouver en mode téléscripteur, et quand on regarde la timeline, c'est pas hyper joli, quoi. Enfin, timeline, c'est joli quand il y a des items médias, c'est agréable, il y a de la variété, etc. On évite un peu la lassitude qu'on pourrait procurer à notre audience. On peut aussi utiliser une application Swarmbird pour regrouper une activité social média en évitant une fragmentation. Petit exemple, imaginez, vous allez au CES de Las Vegas et vous avez une délégation avec plein de sociétés, ou alors on va au Web Summit en novembre avec la délégation Atlantique 2, donc il y aura plein de boîtes qui vont tweeter. C'est contre-productif, parce que chacun a sa petite audience et va parler à sa petite audience, et finalement on va perdre la massification que pourrait représenter la publication sur un compte unique. Donc Swarmbird peut être aussi une possibilité. On dit à tous les membres de la délégation, voilà votre accès Swarmbird, et puis vous tweetez, et comme ça on se retrouve avec un fil Twitter de la délégation qui est nourri par toutes les voix des membres de la délégation. Donc ça peut être assez intéressant. Donc voilà, donc si on résume en cas d'usage, le Swarmbird permet de sélectionner les meilleures contributions. Et oui, parce que tout ce qu'on reçoit dans l'application ne va pas forcément le poster. Après, j'ai la chance, notamment au Web Today, d'avoir quand même une équipe qui est plus que aguerrie, expérimentée. Donc on avait très 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 peu de tweets qui n'étaient pas publiés. Une poignée de pourcents, et encore. Donc l'enrichissement et la préparation en amont. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, la couverture événementielle en utilisant social media, elle nécessite une forte préparation. Il faut identifier les acteurs, les entreprises, les speakers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir produire comme type de média ? Parce que ça aussi, c'est des vraies questions. Si vous enchaînez les conférences où à chaque fois vous avez un type debout avec un écran derrière, c'est pas hyper délire. Imaginez, vous faites des photos de toutes les conférences du Media Speed Training, finalement, à part le bonhomme qui change, ça va quand même être assez monotone. Donc on peut se poser aussi des questions sur la manière d'enrichir les contenus d'une manière différente. Donc la préparation, elle est juste essentielle, ne serait-ce que pour pouvoir aussi décider de la répartition géographique de ces équipes. C'est toujours un point crucial. Ne vous méprenez pas, le mode poulpe, c'est-à-dire j'arrive à couvrir tout seul plein d'événements avec mon téléphone, c'est possible, mais c'est fortement éprouvant. J'ai l'occasion de le faire dans certaines circonstances, je m'en passerai bien. Donc généralement, pour des événements, on va être quand même plusieurs. C'est un peu plus pratique. Et puis surtout, ça permet de pouvoir avoir une approche un peu exhaustive du propos qui est tenu dans le cas d'un événement. Donc l'identification des speakers, les ONG, les sociétés, les personnalités. Donc il y a tout un travail de recherche en amont qu'il faut prévoir. Donc il faut déjà s'intéresser en amont déjà à la programmation, aux thématiques qui vont être traitées. C'est là aussi en amont qu'on va pouvoir faire des pré-recherches pour identifier la vidéo sympa sur YouTube. Pourquoi pas, si elle fait moins de 2 minutes 20, on la télécharge, ce qui nous permettra de la reposter le moment venu, ou même de l'anticiper directement sur un Swarmbird, de faire un tweet, par exemple vierge, on met une vidéo native, vous savez, ces vidéos qui se lancent en autoplay. Mettez votre vidéo native, le speaker arrive, vous écrivez votre tweet, la vidéo est déjà chargée, vous validez, et c'est bon. Donc ça permet d'agrémenter quand même fortement le propos. Donc toute cette recherche en amont, ça va permettre d'attirer l'attention et de renforcer l'engagement de votre audience.
Je vous rappelle qu'on a quand même deux indices clés majeurs d'évaluation de la performance d'une activité social média. On va avoir les impressions. Les impressions, c'est quoi? C'est les tweets qui passent dans votre timeline devant vos petits yeux. C'est pas forcément évident. Hein. Si je poste à 3 h du matin parce que je suis insomniaque et que vous regardez mon fil Twitter à 8 h, vous n'allez pas remonter de 5 h. Donc, mes tweets à 3 h du matin ne vont pas être vus. C'est pour ça qu'on dit souvent que le moment de publication contribue fortement au succès de la communication, parce que si vous postez des trucs que personne ne voit, ça va être un petit peu problématique. Donc on a d'un côté la notion d'impression, de l'autre côté la notion d'engagement. Donc pour avoir de l'engagement, il faut être un peu séduisant, intéressant, accrocheur, et donc c'est quand même l'objectif majeur. C'est pour ça que l'enrichissement média va permettre, si on fait bien les choses, si on est un petit peu intelligent à la manière dont on fait cet enrichissement, va avoir un impact direct sur le taux d'engagement. Pour vous donner un petit ordre d'idée, un bon taux d'engagement, ça va commencer à être correct à partir d'1,3%. Sachant que Twitter, généralement, annonce que des posts sponsorisés vont permettre d'atteindre des niveaux d'engagement supérieurs à 1,4%. Mais si vous faites bien le job, on peut monter avec des tweets sans sponsoring à plus de 1,5. Encore plus si vous êtes sur des événements où il y a une communauté qui a un fort intérêt. Le Web Today, par exemple, c'est régulier qu'on passe les 2,2-2,3% de taux d'engagement, ce qui est quand même plutôt très élevé. Donc dans le sport, dans les niches professionnelles, on arrive à des taux d'engagement qui sont très importants. Un point important, et Swarmber nous aide aussi à rationaliser la préparation, c'est le choix du hashtag. On ne choisit pas son hashtag à 9h-5, alors que ça commence à 9h. C'est vraiment un choix stratégique. C'est-à-dire que le hashtag, il faut l'installer. On l'installe comment? À minima en le mettant dans des tweets qui ont été postés en amont de l'événement, mais aussi dans son profil Twitter, le profil Twitter du compte maître qui va être utilisé par l'événement. Il y a d'ailleurs à ce sujet une anecdote qui montre bien l'importance du hashtag. C'est que pour le Mobile World Wide Congress qui a lieu tous les ans à Barcelone et qui est la grande messe du mobile fin février, début mars, il y a un hashtag. Ce hashtag il permet d'accrocher une audience qui quand même impacte un marché qui reprend des milliards de dollars, parce que vous voyez les smartphones, c'est quand même un gros marché. Et l'organisation a oublié d'installer le hashtag, et donc s'est retrouvé, les gens, ils inventent le hashtag si on ne leur donne pas. Et donc on a eu d'un côté des tweets qui ont été MWC 2016, et de l'autre côté des tweets qui étaient MWC 16. MWC 16, oui. Donc ce qui fait qu'il y a une énorme fragmentation de l'audience. Donc la direction de Samsung, qui est quand même la boîte majeure qui tient salon au Mobile World Wide Congress, elle a réclamé la tête de quelqu'un de l'organisation. Parce que le manque à gagner en termes de visibilité a été énorme. On parle bien d'un événement mondial qui, quand même, finit en trending topic sur Twitter et qui génère des centaines de milliers, voire des millions de tweets. Donc si on commence à fragmenter l'audience en faisant des erreurs sur le choix, ou si on omet d'installer un hashtag, vous comprenez bien qu'on est quand même passé à côté d'une grosse partie de l'objectif. Et puis il faut choisir ses administrateurs. Alors les administrateurs, on ne veut pas des gens qui sont dans un mode de validation machinale. Non, on veut des gens qui connaissent très bien Twitter et qui soient capables de prendre l'initiative et de viser une qualité maximale, puisque leur rôle, c'est ça. Le rôle, c'est pas d'être des censeurs ou des validateurs mécaniques, mais bien d'apporter un plus au travail des équipes. Donc le choix des administrateurs est toujours hyper délicat. Donc voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on se retrouve confronté à une grosse équipe qui a besoin d'avoir un rythme très soutenu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait un live tweet. Le live tweet, soit on en fait 3-4 sur une conférence et finalement, les gens qui sont votre audience ont une vue incomplète, parcellaire, approximative de l'événement, ou alors on décide que le fil Twitter doit permettre aux gens qui ne sont pas présents de pouvoir saisir la teneur de
ce qui se dit sur scène. Après, ça, c'est un choix que j'ai fait il y a quelques années pour le Web Today. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte d'un phénomène assez drôle, c'est que nous avons des gens qui sont en train de suivre une conférence dans la salle Maxi, et ils sont en même temps sur Twitter, en train de suivre la conférence qui est en salle Mini. Ce n'est pas prévu comme ça, mais c'est un usage qui s'est quand même largement répandu. Où les gens vont faire une pause, et puis quand ils boivent leur café au bar de Stérolux, ils sont en train de suivre des conférences. Voilà. Parce que l'événementiel, maintenant, c'est largement étendu au-delà de la sphère géographique. Vous en rendez tous compte, un événement, maintenant, il a une portée qui n'est plus celle qu'on connaissait, qui était contrainte par les limites physiques. La réussite d'un événement, c'est la fréquentation sur le lieu, mais c'est aussi l'appréciation des performances en termes d'audience sur les réseaux sociaux. Après, il faut faire très attention, c'est que le bénéfice n'est pas forcément celui qu'on croit. Quand on fait une couverture événementielle sur les réseaux sociaux, c'est un intérêt majeur pour votre audience puisque vous fournissez une retranscription live, mais la billetterie, etc., tout est déjà fait. Donc en fait, l'effort que vous faites sur l'année 0, en fait, vous en récupérez les fruits en année 1. Puisque tous les gens qui ont suivi les live tweets, etc., que se disent-ils à un moment? Ah ben, la prochaine fois, j'y vais. Enfin, si on a bien fait notre boulot. Donc si vous faites bien votre boulot, vous donnez envie aux gens en N+1 de venir à l'événement. Et on constate d'ailleurs que la croissance de la billetterie est impactée par l'évolution des résultats de l'année N-1. Juste une petite corrélation. Quand on a fini son live tweet, j'en parlais tout à l'heure, on a la récupération des archives, mais aussi on se doit d'analyser l'événement. Et donc, sur un board, on a intégré quelques petites fonctionnalités en plus de la récupération de l'archive, comme par exemple le fichier CSV Excel. On va voir qui a fait quoi. C'est pas dans une logique de flicage ou de contrôle, hein, c'est plus dans une logique où on a été bon, mais surtout, parce qu'on a été bon finalement, c'est pas très intéressant, c'est juste le job. Ce qui est intéressant, c'est où est notre potentiel d'amélioration. Donc moi, j'ai pour habitude de regarder le fichier CSV et puis d'en parler avec des membres de l'équipe. Puis on se dit, voilà, là on était pas mal et là on était carrément super mauvais. Donc vachement plus intéressant d'identifier là où on est mauvais. Ça nous permettra d'être encore meilleur l'année prochaine. Donc le fait de décortiquer le fichier CSV avec les contributions de chacun, ça se mérite. Et puis aussi, ça permet de voir les gens plus ou moins acquis, plus ou moins bons, plus ou moins à l'aise sur certains sujets. On ne peut pas demander à tous les contributeurs d'être des experts absolus sur des sujets. Quand on est sur des sujets grand public comme le voyage à Nantes, etc., ça va. Quand on est sur des sujets un peu pointus comme le Web Today ou des conférences IT parisiennes que j'ai pu couvrir, c'est quand même bien plus compliqué. Et surtout, on a aussi des statistiques d'activité. On va voir le nombre de tweets, de posts envoyés vers Swarmbird, mais aussi le nombre de tweets qui ont été effectivement postés. Ça, c'est un indicateur de qualité qui ne trompe pas. Si vous avez 100 contributions, vous n'en avez posté que 30, ça veut dire que vous avez une déperdition massive qui peut être liée à un manque de réactivité de l'administrateur. Ça arrive. Peut-être qu'il s'est endormi ou alors qu'il est au bar, encore. C'est pénible. Ou alors, c'est que les contributions ne sont pas de bonne qualité. Donc ça permet quand même d'avoir une analyse a posteriori pour pouvoir faire mieux. Donc Swarmbird, c'est accessible à tout un chacun, comme je vous l'ai dit, par installation. Vous pouvez aller voir sur le site. Je pense même que, je ne sais pas si Fabien est dans la salle. Non. Ah, il est là, pardon. Il n'y a pas que moi qui ne suis pas réveillé. Il y a une option gratuite, on peut tester. Et je suis dans les temps. C'est beau. Vous avez quelques questions ? Oui. Pour savoir si ça fonctionne avec d'autres réseaux sociaux. Pour l'instant, non. Mais c'est en réflexion, effectivement. D'accord. Là, ça a été l'objectif, c'était de se focaliser sur Twitter parce que c'est juste le levier majeur de l'événementiel live. Et en plus, l'ouverture des API, c'est-à-dire dans la phase de programmation, était effective. Ce qui n'est pas tout le temps encore le cas pour certains réseaux. Je pense notamment à Instagram, puisque Instagram aurait toute sa place
dans Swarmbird, je pense aux stories, parce que pour moi, les stories qui ont été déployées il y a quelques semaines sont, à mon avis, un bon moyen de faire de l'événementiel sous une forme visuelle. Ok. Et est-ce que vous êtes les seuls à faire ça? Est-ce qu'il y a d'autres outils multi-contributeurs qui permettent de faire ce que vous faites pour le moment? Alors, il y a d'autres outils qui permettent de le faire, comme TweetDeck. Isabelle, oui? Oui. Mais c'est pas hyper pratique, parce qu'en fait, TweetDeck, vous pouvez donner l'accès à la contribution. Par contre, il n'y a pas cette notion d'administration, les tweets partent, quoi. Ok. Il y a moins de contrôle. Enfin, D'accord. après, il faut être prudent aussi dans la manière d'aborder Swarmbird. Il ne faut pas frustrer ses équipes en disant c'est un outil pour vous contrôler vous. C'est un outil pour vous faciliter le boulot et vous donner un filet de sécurité. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Une question technique. Vous nous avez parlé du nombre de contributeurs là, pour le Web Today. Oui. C'est quoi la proportion idéale d'administrateurs par rapport aux contributeurs quand on est sur un rythme un peu tendu là, pour que tout parte bien dans les délais? Il faut être combien? Nous, on s'en sortait avec 3 admins pour 28, community managers. Okay. Mais attention, les administrateurs étaient très expérimentés. C'est moins qu'on puisse dire. Donc je pense qu'il faut être plutôt un administrateur pour 4 CM. Parce qu'un administrateur pour 4 CM, ça veut dire qu'il y a quand même il y a du volume qui est envoyé, quoi. Ouais, donc il a intérêt à être au taquet. Merci. Oui. Après, les questions supplémentaires sont à 10 € et à régler auprès de Julien. Bonjour. Je voulais vous demander, en fait, au niveau des archives photos et vidéos, c'est uniquement les archives qui ont été postées par les contributeurs ou c'est également les photos et vidéos qui ont été postées par les gens qui tweetent tout au long de l'événement? Non, puisque en fait, c'est les gens qui utilisent Swarmbird et donc Swarmbird, en fait, sur son serveur, les stocke dans un endroit et ensuite les balance à Twitter, qui Twitter les compresse. Donc effectivement, on ne peut pas récupérer les médias. Après, il y a une autre solution, hein. Généralement, ce que je fais après événement, je vais faire un Storify. C'est-à-dire qu'en fait, Storify, si vous allez sur storify.com, eh bien, vous pouvez en fait agréger l'ensemble des contenus produits autour d'un hashtag, par des comptes, etc., pour retranscrire l'activité des gens qui ne sont pas dans votre équipe, mais qui se sont appuyés sur le hashtag de l'événement. Voilà. Je voulais savoir si l'appli, en fait, si Swarmbird permettait au CM de poster aussi bien avec le nom de l'admin qu'avec leur nom en simultané. Mais en fait, les noms ne sont pas vus, puisque par le public, lui, il voit des tweets qui sont postés par un compte. Oui, mais justement, par contre, dans le CSV, on sait qui a posté quoi, quand. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est si ça permet au CM de diffuser aussi sur leur compte à eux, en parallèle Non. Non, d'accord. C'est dommage. Oui, après... Gagner en efficacité. Le nombre de... Oui, ça peut arriver, mais après, c'est quand même tendu, les événements, quand on fait du live cover. Alors, arriver à poster sur plusieurs comptes, déjà, c'est pas mal source d'erreur, parce que quelquefois, on oublie de poster des trucs sur le bon compte. On s'est un peu emmêlé les pinceaux dans le switch des comptes, donc ça peut être un petit peu délicat à gérer. Mais après, dans l'équipe, on a des gens qui le font. Hein. Mais ils ont tendance à le faire avec plusieurs machines. Ils sont sur Swarmbird, sur tablette ou sur ordinateur, et puis à côté, ils ont leur compte perso sur leur téléphone et ils gèrent comme ça. Alors, juste pour apporter une petite précision sur cette question, on s'est posé la question en fait, et typiquement les journalistes de Presse Océan, quand ils réalisaient les live tweets des manifs, au début, ils le faisaient avec leur compte perso, et ils étaient pas mal embêtés avec du troll. Il y en a même certains qui ont reçu des menaces de mort sur leur compte. Le fait de pouvoir passer par Swarmbird, et en fait c'est le média qui est exposé et c'est plus du tout le journaliste ni le contributeur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis cette fonction en place. Voilà.